Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3 pour un nouveau direct dans Famille, Justice, Enfance. Famille, Justice, Enfance, l'émission, une analyse sociologique, psychosociologique, devrais-je dire, avec au fur et à mesure du temps, c'est devenu ça, sur la famille contemporaine occidentale. Aujourd'hui, on parle social avec Jean-Louis Deshay. Pour son nouvel ouvrage, Le travail social a-t-il encore du sens? Consultant, formateur, médiateur et conférencier, spécialisé dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Il a exercé durant 25 années en tant que praticien et éducateur spécialisé, chef de service, directeur adjoint et directeur. Il a consacré 25 ans à son cabinet Efficio Conseil en Management et Stratégie. Il est l'auteur, entre autres, aux presses de l'EHESP, de Briser l'Omerta en 2014 et de L'Humain d'abord en 2017. Si on va sur le site de la FNAC, on trouve d'autres ouvrages. Réussir l'amélioration continue de la qualité en action sociale chez Duno, je crois. L'Humain d'abord. Enfin bon, nous avons un social avec nous avons un social qui a démarré à EduxP, qui est rentré dans l'encadrement. Jean-Louis, bonjour, vous allez bien ? Bonsoir, oui, ça va bien. Bonsoir à tout le monde. Donc Jean-Louis est aussi en train de monter un module de formation avec Sylvie Moreau. Vous l'avez déjà entendu sur notre antenne en janvier. Jean-Louis Deshay, dites-moi, cette présentation vous convient ? Tout à fait. Alors, pourquoi déjà avoir fait 25 à 30 ans de social ? On va commencer par le début. Comment vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui ? Pourquoi êtes-vous allé dans le social ? Pourquoi ? Alors, il y a eu une erreur de parcours dans ma scolarité, où je me suis retrouvé en formation commerciale, et j'ai donc travaillé pendant presque 5 ans à la Caisse des dépôts et consignations. Donc, c'était pas trop ma tasse de thé, mais ça m'a quand même permis de faire du syndicalisme, de faire de l'animation socio-culturelle et sportive, et puis c'est par ce biais-là que je me suis dit que j'allais sans doute mieux m'épanouir dans un métier du social, et j'ai donc passé à cette époque-là 3 sélections. Une sélection d'assistant social, une sélection d'animateur et une sélection d'éducateur spécialisé. Et j'ai été reçu à 2 des 3. J'ai décidé donc de prendre le biais de l'éducation spécialisée. D'accord. Et j'ai commencé comme candidat élève éducateur dans un centre d'observation. Donc c'était ce qu'on appelait les coulisses des foyers de l'enfance, avant qu'ils aillent en foyer de l'enfance. Donc on recevait beaucoup de jeunes en grande détresse, aux portes de la délinquance ou même dans la délinquance. Et donc ça a été une année assez difficile, et j'ai un mauvais souvenir, qui doit quand même être traduit en bon souvenir dans la mesure où je suis devenu éducateur, puisque j'avais du mal avec le rapport à la violence, et mon chef de service, que je connaissais bien, m'a vu en difficulté avec un jeune, et il m'a dit écoute Jean-Louis, si tu veux être éducateur, ce soir, c'est lui ou c'est toi. Vous me suivez ? Et je suis devenu éducateur. Donc vous en déduisez que j'ai pas fait vraiment une action éducative de grand niveau, puisque c'était une démarche physique pour comment dirais-je, calmer ce jeune, quoi. C'est très intéressant. Bon. Déjà, dans ce que vous venez de dire, il y a plusieurs points. Vous avez fait du syndicalisme. Si ce n'est pas indiscret, vous étiez dans quel syndicat à l'époque ? Alors, j'étais à la CFDT, mais j'étais à la CFDT du temps d'Edmond Maire. Mais alors, parce qu'aujourd'hui, je constate, j'ai quelques sociaux, j'ai réussi à en avoir quelques-uns ici. Vous êtes toujours à gauche ? Oh,
plus que jamais. Parce que le secteur du social, on va le dire, est quand même relativement politisé. Donc les gens qui vont être dans les familles, ils vont aussi avec leur parcours et leurs idées personnelles. Ouais. Ça, c'est une question. La deuxième question intéressante, c'est est-ce que vraiment aujourd'hui, éduquer l'enfant, éduquer les jeunes, devenir cette espèce de référent, ce point d'appui par rapport à l'être en construction, en devenir, cette espèce de mur contre lequel il se construit, le regard qu'on lui donne. Est-ce que aujourd'hui, vous venez de dire quelque chose tout de suite là qui n'est pas forcément envisageable aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a même plus le droit de donner une fessée. Mais est-ce que quelque part la fermeté ne fait pas partie de l'éducation lorsqu'on pose une limite? Alors, je pense qu'il faut être ferme à bon escient, mais qu'il n'y a pas besoin d'en venir au conflit physique, et qu'aujourd'hui, heureusement que c'est interdit, parce qu'à l'époque, c'était la loi du muscle. Quand je suis devenu après directeur à la fin de ma carrière, la première partie de ma carrière, quand je suis devenu directeur d'une MEX et d'un centre de formation professionnelle qui accueillait 2/3 de jeunes en alternative à l'incarcération, quand je suis arrivé et que j'ai vu la manière dont ça se passait, je revois l'éducateur technique en mécanique auto avec une manivelle à la main en train de courir après un jeune pour lui taper dessus. Enfin, on était dans cette logique-là encore. C'était en 92. Et donc, il a fallu tout remettre à zéro, tout remettre en place. Donc, j'ai dû aussi, c'est vrai, me séparer de certaines personnes qui ne concevaient pas leur métier autrement que par le rapport physique. Non, mais c'est une bonne réponse à une question piège, effectivement. L'institution a parfois été violente envers les publics qu'ils accueillaient, que ce soit dans la psychiatrie, dans le social. On se rappelle de Charcot, on se rappelle de ce qu'était l'institution des suivis de l'enfance avant la création de l'ASE, avant la Seconde Guerre mondiale. C'était pas forcément très joli tout le temps. Donc une formation d'EduxP au contact du terrain, donc des ados proches de la délinquance, une carrière qui vous amène ensuite à l'encadrement. Vous êtes toujours resté dans cet environnement, vous n'avez pas fait les handicapés mentaux, vous êtes plutôt resté dans un public orienté, on va dire... Alors, j'ai fait ma dernière expérience, en fait, oui. C'était la direction d'un foyer d'hébergement et d'un service d'accompagnement de la vie sociale pour des adultes en situation de handicap, dont les droits fondamentaux étaient complètement piétinés. Donc, je revois cette image où les adultes faisaient la queue devant la porte où il y avait l'éducateur qui distribuait les médicaments, et l'éducateur qui distribuait les médicaments, il comptait les gouttes et il disait au suivant. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Et donc, pendant 5 ans, on a fait une démarche projet qualité. J'emploie ce terme-là parce que c'est vraiment ce que l'on a fait juste avant la loi 2002. Et c'est à la suite de cette expérience-là que j'ai été sollicité, avec des collègues d'ailleurs, de l'établissement, pour intervenir dans un colloque à Toulouse sur la qualité qu'on devait restaurer dans les établissements. Et de fil en aiguille, j'ai été sollicité pour intervenir, pour accompagner des établissements, et j'ai pris un congé sabbatique, et puis après je me suis lancé donc comme consultant formateur. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc là, je lis une partie du communiqué de presse. Ces propos visent la sortie des certitudes et des comportements stériles par la promotion des actions et des positions entre tous les acteurs autour de convictions partagées, fondées sur les obligations sociétales liées aux missions d'utilité sociale, d'intérêt général et de service public, dans une double et concomitance logique de bienveillance, d'empathie et d'assertivité à l'égard des personnes accueillies, soignées, accompagnées, comme les professionnels et différents partenaires, tout statut confondu. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un regard qui est clairement basé sur l'humain, en fait, le respect de l'humain, essayer d'accompagner l'humain dans ses difficultés et autres. Et vous nous faites un livre qui s'appelle « Le travail social a-t-il encore du sens ?» D'où vient ce titre? Pourquoi ce livre, Jean-Louis Desaix? Alors, au départ, vous allez voir que mon engagement est toujours bien présent. Je voulais l'appeler la reconquête du sens. Et reconquête, ça fait penser à un homme politique dont on va taire le nom. Donc je me suis dit qu'il fallait pas que je prenne un titre comme ça. Et j'ai fait plus simplement donc
le travail social a-t-il encore du sens? Et vous avez parlé d'empathie, de bienveillance, etc., et d'assertivité. Et aujourd'hui, c'est vrai que je prône davantage l'assertivité, qui va au-delà de l'empathie, parce que l'empathie, ça peut parfois conduire à se confondre avec la position de la personne qu'on accompagne, alors que l'assertivité, c'est vraiment je lis d'ailleurs la définition, si ça vous dit. Donc, l'assertivité, c'est la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits, son opinion, sans empiéter sur ceux des autres. C'est d'abord un état d'être, un état d'esprit, une philosophie. C'est ce qui doit porter, c'est la conclusion d'ailleurs de notre module de formation, c'est ce qui doit porter tout agent de médiation en protection de l'enfance. D'accord. Oui, parce que en fait, je crois qu'on apprend durant les études qu'il faut pas mettre trop d'émotionnel et que si jamais on s'identifie trop au public en souffrance à qui on finit pas sa carrière, on tient pas. Voilà, et l'empathie peut... Bon, c'est bien... Non, mais il faut être empathique, mais il y a effectivement des limites professionnelles à poser. Oui. Absolument, et c'est pas toujours le cas. Ouais. Par contre, il y a une violence systémique de l'institution que l'on observe de l'extérieur lorsqu'on y est confronté. Les personnes qui se rapprochent de l'institution trouvent que c'est extrêmement violent. Donc il y a un intérêt à travailler justement sur ces phénomènes de violence institutionnelle qui font que parfois les machines, les mécanismes créent de la violence sociale. Tout à fait. J'ai essayé de faire une arborescence de la réalité un petit peu du secteur. Donc ça va pas être très long, mais je pense que c'est réellement systémique, que la cause racine, elle vient des discordances abyssales entre les politiques de l'État et les lois qui sont édictées mais qui sont pas mises en œuvre de façon équitable, de façon efficiente dans surtout les territoires, que ce soit d'ailleurs dans le cadre des actions déconcentrées de l'État ou dans le cadre de la décentralisation. On voit bien que d'un département à l'autre, c'est pas forcément les mêmes réponses qui sont apportées. Ça amène donc des positions contradictoires des élus politiques, des pressions parfois paradoxales des autorités de contrôle et de tarification, l'opacité des orientations stratégiques des organismes gestionnaires, l'incohérence entre les différents niveaux de projet. Il y a l'absence souvent de projets associatifs et le projet d'établissement, c'est souvent une déclaration d'intention. Je me souviens d'un directeur, c'était un directeur de MEX, qui m'avait dit: on n'a pas fait notre projet d'établissement, mais j'ai un pote qui est directeur d'un EHPAD, je vais récupérer son projet d'établissement, on a juste quelques bricoles à changer et ça fera bien l'affaire. Ouais, véridique, super. Véridique. Ouais. Donc c'est du copier-coller, plus ou moins bien collé d'ailleurs, et ce qui fait que les réponses apportées entraînent des écarts abyssaux entre l'affirmation des droits fondamentaux à promouvoir et leur application au quotidien, que ce soit au niveau évidemment des usagers, de leurs familles, mais aussi des professionnels. Le sous-titre de l'humain d'abord, c'était seuls des professionnels bien traités peuvent être bien traitants. Ça paraît évident à dire, mais malheureusement sur le terrain, on voit bien que on est à 1000 lieues du respect des professionnels, ce qui explique l'absentéisme, ce qui explique la désaffection vers ces fonctions de manière criante, quoi. On voit bien tout ce qui se passe comme effet dramatique au niveau notamment de la protection de l'enfance, de l'ASE, avec et des familles d'accueil. Enfin, vous avez vu il n'y a pas une journée sans un fait divers nouveau. Oui, c'est pour ça que quand je parlais de violence institutionnelle, oui, je faisais aussi référence à ce genre de choses. On a l'impression de l'extérieur, donc quand on analyse l'environnement, que les gens qui ont été formés, qui sont sur le terrain, sont des gens qui ont de la compétence. Par contre, que plus on monte dans la hiérarchie, et plus ça plane. Les directeurs sont les administratifs, qui ont passé un concours d'attaché, préfectoral et autres. Les politiques sont des chasseurs de voix. Ils ont une vision idéalisée du monde. L'institution judiciaire ne sait pas ce qui se passe réellement dans les foyers ou dans les interventions sociales elles-mêmes. Elle voit arriver des personnes parfois en binôme qui donnent des rapports, mais ils se fréquentent pas plus que ça et puis ils se sont pas croisés plus que ça. Et les gens qui font la détection sont les administratifs. C'est vraiment l'impression de l'extérieur. Donc après,
un des effets induits, c'est que effectivement, ces gens ne travaillant pas forcément en sachant vraiment ce que fait l'autre, les meilleurs parfois s'en vont. Tout à fait. Oui, il y a des établissements où il y a d'excellents professionnels. Il faut le dire. On critique beaucoup, mais il faut quand même le dire. On a des gens qui sont d'excellents professionnels. Mais ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est au niveau du management souvent que ça pêche. Je vais donner l'exemple, puisque pendant une quinzaine d'années, j'ai assuré un module de formation pour les directeurs en formation et pour les cadres de proximité. Les promotions, au départ, étaient composées aux 3/4, voire aux 4/5 de personnes issues du secteur, qui avaient donc mis un peu la main dans le cambouis. Et à la fin, il y avait plus qu'un quart de personnes qui venaient du sérail, et il y avait, comme vous le dites, des gestionnaires, des financiers. Ouais. Et je résume ça en disant qu'on est passé d'une période où le qualitatif et l'éthique prévalaient à une période où on est dans le quantitatif et le normatif. Donc avec des procédures à n'en plus finir qui tuent un peu. Ah mais c'est plus que ça, c'est pire que ça. On a la vision comptable qui a pris une importance démesurée. Il faut une vision comptable, ce genre de choses. Mais on a aussi des responsables de services entiers qui viennent avec leur parcours personnel, leurs opinions, ce qu'on a entendu le matin sur France Info, mais qui n'ont aucune connaissance de fond. Et qui vont encadrer des professionnels qui, eux, ont fait 3 ans d'études, plus des formations continues au fur et à mesure de leur carrière, qui sont des vrais professionnels de l'intervention sociale, de l'encadrement des enfants. Et ils vont faire ça en disant il faut regarder un peu les notes scolaires, oui, mais j'ai pas plus de temps que ci que ça. Et puis finalement, il n'y a pas de connaissances. On trouve les administratifs capables de vous dire non, mais c'est pas grave de séparer un enfant de ses parents, c'est pas grave, on va reconstruire le lien ici, on va faire le domino, on va reconstruire refaire ça, Yaka, Faucon, mais il n'y a pas de travail de fond derrière. Et donc, le professionnel qui lui a été formé, parfois, ne comprend pas ce qu'on lui demande et ne comprend pas le discours qui vient d'en haut. Non seulement il ne le comprend pas, mais on lui enseigne presque l'inverse de ce qu'il a appris, de ce qu'il a expérimenté. Donc, puisque aujourd'hui, on peut le dire comme ça, on est davantage dans une gestion de place, de nombre de lits, de nombre de prix de journée, plutôt que dans une démarche visant vraiment l'accueil de l'enfant ou de l'adolescent, avec une visée pour son épanouissement personnel. Donc il y a beaucoup je le dis souvent, il y a des accueils qui se font à la va-vite sans même connaître la situation du jeune par des gens qui en effet sont dans la gestion des effectifs. Oui, et puis qui vont regarder, faire le diagnostic dans l'immédiateté. C'est qu'ils vont être absents des processus de fond, en fait. C'est pas parce qu'un enfant a des bonnes notes ce trimestre-là que, durant sa vie, il ne subira pas les conséquences de ce qu'il aura à traverser durant 5 ou 8 ans. Oui, tout à fait. Je pense que l'encadrement est important. Mais je redis qu'il y a quand même, heureusement, j'aurais pas fait 25 ans de consultant formateur si je ne l'avais pas vérifié. Dans la plupart des endroits où je suis allé, j'ai rencontré des directeurs qui étaient impliqués, des professionnels qui étaient motivés, qui étaient compétents, des familles qui étaient associées au projet de leurs enfants, etc. Heureusement. J'ai pas dit que je n'étais pas bien intentionné. J'ai dit que l'observation de l'environnement tend à montrer une mise en place de plus en plus importante de personnes ayant un parcours administratif, qui ne sont plus forcément des gens qui ont été formés au travail social avec ce que cela signifie. C'est tout. Je dis uniquement ça. Les gens qui sont passés par l'IRTS, qui font les formations et autres, très souvent, on parle avec eux, on s'entend, on comprend. C'est un discours qui est audible parce qu'il est basé sur certaines réalités qu'on peut contester ou non, parce qu'après, il y a plusieurs écoles de psychologie, il y a plusieurs manières de faire, mais il y a quand même des principes généraux qu'on identifie, qu'on retrouve. Par contre, lorsqu'on est face à des personnes qui n'ont pas eu ce background d'intervention, là par contre on part dans des directions qui sont plus approximatives, qui sont diverses et qui ne sont pas homogènes, comme vous l'avez souligné vous-même, sur l'ensemble du territoire. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.
Je note là aujourd'hui qu'il y a en effet trois fléaux quoi qu'on qualifie avec des noms anglais. Alors vous excuserez mon accent assez détestable. Il y a celui qu'on connaît bien, le burn-out, l'épuisement professionnel, et en effet des professionnels qui peuvent être motivés mais qui s'écœurent au fil du temps avec l'évolution des pratiques managériales inadaptées. Il y a le bore-out qui est l'ennui au travail, hein, où les gens sont installés dans la routine, et je connais même des endroits où des équipes qui interviennent le matin, d'autres l'après-midi, ne se côtoient même pas, ne font même pas de liaison. Donc vous voyez un peu comment ça peut être disparate. Ah, mais il y en a même où on fait venir des intérimaires lorsqu'il manque des gens. Voilà. Et puis il y a le troisième, le plus important, et qui est presque à l'origine de ce livre, c'est le burn-out, c'est-à-dire la perte de sens au travail. Moi, les gens qui s'épuisent parce qu'ils essaient de compenser par leurs efforts ce qui marche pas. Voilà, et il n'y a plus de sens. Ouais. Vous qui avez cette expérience de 25-30 ans là, dans ce milieu-là, aujourd'hui, allez, imaginons, jeu de rôle, on recrée ce ministère des Affaires sociales qui a disparu dans les années 80-90, là, on recentralise tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Vos trois premières mesures, ce sont lesquelles? Je pense que ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, hein, l'État, il devrait d'abord faire en sorte que les lois soient appliquées. Ça, c'est déjà le premier point. Là, vous faites appel aux tribunaux, quelque part. C'est plus le social, c'est les tribunaux. Mais les gens se plaignent, d'ailleurs, que ce qu'ont les tribunaux ne soit pas forcément tout le temps compréhensible et en dehors du droit. Et donc, vous critiquez les tribunaux. Vous demandez aux tribunaux d'appliquer les décisions du législateur, en fait. Je demande aux tribunaux de rectifier le tir quand c'est nécessaire, mais je demande surtout aux organismes gestionnaires d'appliquer les lois. Aussi, tout à fait, bien sûr. Oui, d'accord. Ouais, dans l'application aussi. Oui, d'accord. Et si les lois étaient appliquées, si en plus les évaluations étaient dignes de ce nom, parce qu'il y a des évaluations qui se font un peu à l'emporte-pièce, peut-être qu'on arriverait à juguler le malaise actuel, qui est gravissime et qui ne va pas aller en s'arrangeant. Alors on peut espérer, dans la mise en place d'un ministère, vous disiez des affaires sociales, mais moi je dirais un ministère carrément de la protection de l'enfance, qui soit en capacité de s'occuper à la fois des conditions d'accueil, des conditions de communication avec les familles, avec les partenaires, des conditions de travail et du respect du travail des professionnels, etc., etc. Donc, donc première directive, mise en place, rappel de règles simples à respecter par tout le monde. Voilà. Quand on voit par exemple qu'il y a une loi je crois que c'est de 2022, c'est la loi Taquet qui avait rappelé ça, qui rappelait une loi de 2017, où chaque président de conseil départemental devait être garant de l'écriture d'un PPE, d'un projet pour l'enfant. Ah, et on le cherche souvent, celui-là, oui. On le cherche, et il y a plus de la moitié des départements. Il y a beaucoup d'établissements dans lesquels je me suis rendu qui ne savaient même pas que ça existait. Donc, on voit bien que si on n'a pas les bases au départ de la connaissance à minima de la situation de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, il est difficile d'envisager avec lui de construire un projet personnalisé qui lui permettra de consolider ses acquis et puis d'acquérir les éléments qui lui permettront d'être un citoyen responsable, respecté, plein d'avenir. Bien sûr, ok. En deuxième, vous faites quoi? Donc, un rappel des règles, tout ça, mise en place de normes nationales, tout ça. En deuxième, qu'est-ce que vous feriez? En deuxième, j'insiste beaucoup sur la nécessité d'un contrôle qui soit pas un contrôle de complaisance des établissements et des services, pour que là où ça pêche, ce soit bien identifié. Je me souviens un contre-pouvoir, un vrai, remise en place de l'IGAS avec éventuellement un partenaire peut-être qui soit plus facilement sollicitable par la population et un organisme de contrôle de vérification. Absolument. D'accord. Oui, parce que même l'IGAS peut être coincé dans certains, comment dirais-je, certaines contraintes. L'IGAS n'est pas accessible. Si moi, en tant que
usager du service public ayant un enfant confronté au système, je n'ai pas de contre-pouvoir. Je n'ai pas d'interlocuteur, je ne peux pas aller voir l'IGAS. Et donc moi j'insiste beaucoup, j'en parle dans le livre, vous avez dû le remarquer, sur la nécessité de diagnostic partagé, du croisement des regards pour que justement ce soit pas celui qui parle le plus fort qui ait raison ou celui qui a le pouvoir. Brassage des compétences et des intervenants et peut-être complémenter les assistantes sociales qui font la détection par des professionnels formés à l'éducatif, à la psychologie et aux sciences humaines. Absolument. Ah, bien, ben voyons, on se rejoint beaucoup sur ça. Ouais. Oui, absolument. Je trouve que, bon, j'ai vu, je connais des familles d'accueil, j'en ai même dans mes amis, qui ont été reconnues, valorisées à une certaine époque. Et là, j'en connais une qui vient de perdre son agrément parce que la clôture, l'enclos familial n'était pas assez élevé pour la sécurité des enfants. Ah, c'est encore un truc de l'Europe, ça. Alors que je vous assure, pour bien connaître la famille, elle faisait un boulot remarquable avec ces enfants-là. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que tous ces gens qui envoient notre jeunesse dans ces centres sociaux, ce serait bien qu'ils sachent où ils les envoient et qu'ils connaissent l'environnement dans lequel ils les envoient. Ce serait quand même le minimum, quoi. Oui, et que les normes soient pas leurs normes. À ces instances, mais que ce soit beaucoup plus, comment dirais-je, interdisciplinaire, qu'on ne se contente pas simplement de ce que l'on va observer. Il y a des retraits d'enfants quelquefois qui se font de manière violente. Les gendarmes qui viennent dans une école récupérer des gamins. Très brutal, ça. C'est très très brutal. Surtout qu'on est rapide pour les enlever, mais on est lent pour les remettre. Absolument. Donc je sais pas si vous avez entendu ce fait divers-là, il y a 15 jours, 3 semaines, une femme qui était en train d'allaiter son bébé à la maternité a vu débarquer 2 assistantes sociales qui sont venues récupérer le bébé alors qu'elle était en train de lui donner le sein et elle a dit mais comment et l'assistante sociale, une des assistantes sociales a répondu mais vous avez qu'à faire congeler votre lait et il pourra toujours continuer à en boire. Bien sûr, tout à fait. Non, mais bon, il y a une méconnaissance des principes élémentaires. Et le gamin s'est retrouvé en pouponnière. En brisant le lien mère-enfant à un moment où c'est critique, où il faut le pot à pot, où il faut plein de choses. Donc il y a une méconnaissance. Dès le premier jour de sa vie, quoi. Ça commence bien, c'est un bon départ. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Dites-moi, monsieur, là, cet ouvrage-là, qu'est-ce qui vous attend ? On va conclure, on va dire au revoir en 1 minute, là. Qu'est-ce que ce livre, vous allez le porter, vous allez le présenter, et puis après, vous mettez en place, vous m'avez dit, un module de formation avec Sylvie Moreau aussi. Voilà. Alors, un module de formation qui va beaucoup s'inspirer, évidemment, de ce qu'elle fait déjà, mais aussi en rajoutant des apports qui sont ceux que j'ai développés tout au long de mon travail, à la fois sur le terrain pendant 25 ans et puis comme consultant formateur ensuite, tout ce qui concerne la démarche projet qualité. Donc ce sera un diplôme de médiateur, vous m'aviez dit ? En protection de l'enfance. D'accord. Et sur 5 sessions de 2 jours, c'est ça ? Voilà. D'accord. On souhaite que ce soit abordable financièrement. Il y a des gens qui ont sans doute les compétences, mais il n'est pas sûr que les établissements qui gèrent les fonds de formation privilégient ce type d'action, parce que automatiquement, ce sont des fonctions qui vont venir mettre de l'ordre là où il y a du désordre. Oui. Eh bien, écoutez, on l'attend tous. Je vous dis à tous à la semaine prochaine. Et écoutez, monsieur, merci beaucoup d'être venu et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. RLP. Bonne soirée. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.